Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, que vous êtes prêts pour une nouvelle semaine d'histoire-géographie à distance. Petite précision importante avant de commencer à vous présenter à la fois le planning et puis notre leçon du jour. Donc nous sommes déconfinés, ça signifie que j'ai des réunions cette semaine au collège et donc je vous demande d'être patient euh, pour les réponses à vos questions parce que parfois je ne pourrais pas répondre tout de suite. Donc je vous répondrai, ça ne change rien pour nous de toute façon. Euh, dans la forme que va prendre l'enseignement, vous aurez toujours le manuel, la vidéo, voilà, ça change rien jusqu'à ce qu'on reprenne. Mais par contre, je ne pourrai pas répondre tout de suite à vos questions. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle leçon d'histoire. Vous avez fait le QCM, il y a deux séances d'histoire cette semaine. Une première séance qui est une séance d'introduction vraiment, et une deuxième séance dans laquelle on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous présente la leçon d'aujourd'hui. Donc vous êtes en train de suivre avec la vidéo, mais c'est très bien, vous la regardez jusqu'au bout s'il vous plaît, parce que les statistiques de YouTube ne mentent toujours pas sur la durée de visionnage des vidéos. Vous allez prendre une nouvelle double page et sur la page de droite, écrire les titres de la leçon, donc qui sont ici. Thème 3, Société, culture et politique dans la France du 19e siècle. Première leçon, les Français et le vote de 1814 à 1870. Aujourd'hui, vous allez faire les questions page 129. Je vais vous commenter un peu la frise chronologique et puis quelques éléments pour comprendre un petit peu la succession des régimes politiques au 19e siècle parce que c'est assez complexe. Et puis votre travail, donc une fois que vous aurez répondu aux questions, page 129, page de gauche, ce sera de rédiger une introduction qui correspond au sujet en vous aidant de vos réponses aux questions. Et moi, je vous enverrai un corrigé de tout ça dans la journée, vraisemblablement dans l'après-midi. Pour la séance 2, il y aura une autre vidéo. Alors, voilà où nous en sommes, on a fait la partie 1, la partie 2, puis on commence la partie 3, donc c'est cette leçon-ci, il nous en restera 2. Et voici donc page 126-127, le document d'introduction de votre livre. Alors, je ne peux pas ne pas commenter ce tableau ultra célèbre de l'histoire de l'art française. Il s'agit d'un tableau d'Eugène Delacroix qui s'intitule La liberté guidant le peuple. Donc la liberté, bah, c'est Marianne qui est là, hein, vous reconnaissez son bonnet phrygien, elle brandit le drapeau français et puis elle guide une armée de révolutionnaires qui ont commencé à être réprimés dans le sang. Vous voyez qu'il y a des morts au premier plan. Ce tableau est gigantesque, hein, c'est un grand format, il est entreposé au musée du Louvre, il mesure 2,60 m de haut sur 3,25 m de large, hein, donc il est très grand et sa composition est triangulaire. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais au cas où vous ne le verriez pas, votre livre a tout prévu et l'animation vous montre ce triangle voulu par Delacroix pour que le regard soit attiré vers le drapeau tricolore. Un petit détail, je ne vais pas tous vous les montrer, mais celui-ci, car sur les tours de Notre-Dame, que l'on voit au loin, flotte également un drapeau bleu-blanc-rouge. Alors ce drapeau, il est, célèbre parce qu'il illustre les journées révolutionnaires de 1830, hein. Le personnage du jeune homme et jeune garçon que vous voyez ici a été souvent associé au personnage de Gavroche dans Les Misérables, puisque cette œuvre littéraire de Victor Hugo euh, prend place dans ces journées révolutionnaires de 1830. Et puis ce tableau, il est aussi connu parce qu'il illustrait les billets de 100 francs, hein, pendant très longtemps. Et donc les étrangers disaient: «Ah, il y a bien que les Français pour avoir une femme nue sur leur billet de banque.» Je suis sûre que les parents qui écoutent, car je sais qu'il y en a qui écoutent, hochent la tête en disant: «Oui, oui, je me souviens des billets de 100 francs.» Donc voilà pour, juste pour ce tableau. Le deuxième document est très intéressant aussi, c'est une gravure qui montre un homme qui d'un côté tient un bulletin de vote et de l'autre côté
a son fusil posé avec sa baïonnette et il dit: «Ça, c'est pour l'ennemi du dehors», en parlant du fusil. Voici comme l'on combat loyalement ses adversaires. Hein. Pour le dedans, pardon, voici comment l'on combat loyalement les adversaires. Et donc, plutôt que d'avoir une guerre civile, eh bien, si on n'est pas d'accord, on s'exprime par le vote. Et donc, ces deux documents, à la fois la liberté guidant le peuple et puis cette gravure, illustrent bien notre leçon. À la fois un 19e siècle encore très marqué par la Révolution, puisque vous avez eu deux mouvements révolutionnaires pendant ce siècle-là, et puis marqué aussi par l'apprentissage du droit de vote par les Français, puisqu'à la fin du 19e siècle, le suffrage universel masculin est totalement proclamé, utilisé dans la République, dans la Troisième République, et donc on verra comment. Alors, maintenant qu'on est là, on passe à la page 128-129. Alors, je vais vous montrer le bazar du 19e siècle. Alors, d'abord, on va regarder la chronologie simplifiée. Vous vous souvenez, on a étudié la monarchie absolue, hein, qui s'arrête avec la Révolution française. On a la proclamation de la Première République, puis l'Empire de Napoléon Ier. Et là, vous allez me dire, mais enfin, madame, on n'a quand même pas fait tout ça pour avoir de nouveau la monarchie. Bah si. Retour de la monarchie, mais cette fois-ci une monarchie constitutionnelle. Et comme vous avez votre livre sous les yeux, regardez la définition, page 128 de charte constitutionnelle. C'est un texte qui définit les pouvoirs du roi sous la Restauration et la monarchie de Juillet de 1814 à 1848. Effectivement, vous avez deux régimes monarchiques différents. La Restauration avec Louis XVIII et Charles X, ce sont deux frères du roi en fait qui se sont succédés. Donc Louis XVIII est mort en 1824, il a été remplacé par Charles X. Et ça s'appelle la Restauration. Pendant cette période-là, le roi a dû obéir à cette charte constitutionnelle qu'on appellerait aujourd'hui une constitution. Et puis après, il y a la monarchie de Juillet. Alors pourquoi la monarchie de Juillet? Parce que vous voyez, entre les deux, en fait, il y a eu les fameuses trois glorieuses. Charles X a été obligé d'abdiquer, il a été remplacé par Louis-Philippe. Et parce que Charles X, au bout d'un moment, il a été tenté de remettre en place des lois liberticides et notamment il a attaqué la liberté de la presse. Les Parisiens se sont tout de suite rebellés contre cette attaque de la liberté de la presse et d'où ce mouvement révolutionnaire des Trois Glorieuses. Pour autant, c'est encore un roi qui a remplacé Charles X, donc Louis-Philippe. Vous avez la description de ces trois rois, page 128. Louis-Philippe règne de 1830 à 1848. Et puis, en 1848, lui aussi est confronté à une révolution. Donc on a déjà une grande partie, la première moitié quasiment du 19e siècle, pendant laquelle la France est de nouveau une monarchie. Pas une monarchie absolue, mais vous le voyez avec des tentations quand même de la part des rois de revenir à un régime plus autoritaire. Une fois que la révolution de 1848 a eu lieu, c'est une deuxième république qui est proclamée, et là c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui devient président de la République. Tiens, donc Louis-Napoléon Bonaparte, ben oui, c'est le neveu hein, de Napoléon Ier. Il est élu à ce moment-là pour 4 ans, et la constitution de la Deuxième République précise que c'est un mandat non renouvelable. Sauf qu'au bout de 4 ans, Louis-Napoléon Bonaparte se trouve bien voilà, à la tête de la France, et il propose un plébiscite aux Français, auquel ils doivent répondre par oui ou par non, hein, en disant, voilà, moi je vais rester au pouvoir. Hein, il fait un coup d'État, en fait, d'abord le 2 décembre 1851, vous voyez, c'est indiqué ici. Et puis ensuite, il demande si les Français sont d'accord avec le coup d'État. Et en fait, les Français, bah, euh, ils ont encore envie d'avoir un régime de type monarchique, finalement. C'est difficile de rompre avec
une tradition séculaire. Donc ils approuvent le coup d'État. Louis-Napoléon Bonaparte est quelqu'un de très très populaire à cette époque. Et donc c'est reparti hein, pour un régime de type monarchique, le Second Empire, entre 1852 et 1870. Et puis là, des attaques sévères hein, sur la liberté de la presse, un régime vraiment autoritaire. Mais les Français ne réagissent pas parce que à ce moment-là, il y a aussi la révolution industrielle, la structure sociale change, et puis Louis-Napoléon Bonaparte accompagne aussi la modernisation de la société et la modernisation de l'industrie. Donc finalement, même s'il y a une opposition politique forte hein, à Napoléon, à celui qu'on appelle Napoléon III désormais, ben, il reste au pouvoir pendant quand même presque 20 ans. Et, son pouvoir s'arrête en 1870 parce que il perd une guerre contre la Prusse et en plus il est fait prisonnier. Donc vraiment, c'est pas du tout. Le Second Empire s'arrête dans un moment très peu glorieux pour la France. Donc voilà en ce qui concerne cette chronologie. Donc je répète, hein, parce qu'il faut vraiment que vous l'ayez en tête ce 19e siècle. Donc une grande période de monarchie constitutionnelle, une deuxième république très courte, mais très très dense. Hein, vous allez le voir hein, sur le plan légal, il y a beaucoup de choses qui sont faites pendant la deuxième république. Et puis un second empire qui s'arrête en 1870. Après, c'est la proclamation de la Troisième République. Deux grandes révolutions pendant ce 19e siècle, les Trois Glorieuses, dont on a parlé tout à l'heure avec le tableau La liberté guidant le peuple, et la Révolution de 1848 qui met fin à la monarchie absolue. À la monarchie constitutionnelle, n'importe quoi. Voilà. Alors, je vous laisse prendre connaissance des personnages des trois rois, Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe, donc des frères de Louis XVI, et puis ensuite Louis-Philippe d'Orléans, bon ça vous lirez tranquillement, et puis Louis-Napoléon Bonaparte, donc d'abord président de la République, réalise un coup d'État, et puis il devient empereur des Français sous le nom de Napoléon III, avec un pouvoir autoritaire, il limite les libertés, il exile ses opposants. Victor Hugo a été obligé de s'exiler pendant cette période, hein. Il fait partie des opposants à Napoléon III, et voilà. Alors, donc nous, on va étudier euh, comment évolue le droit de vote pendant toute cette période. Hein. Donc vous avez un ensemble de définitions ici, je vais les grossir. On a parlé tout à l'heure de la charte constitutionnelle. Un coup d'État, c'est la prise du pouvoir par la force. Et puis, il y a trois modes de vote qui sont utilisés pendant le 19e siècle. Le suffrage censitaire. Seuls les citoyens masculins qui payent un certain montant de l'impôt ont le droit de vote. Puis si vous payez un impôt, ça veut dire que vous êtes riche. On va le voir dans la séance 2 de cette semaine. Et puis le suffrage universel masculin. Là, ça veut dire que cette fois-ci, tous les hommes peuvent voter, pas les femmes hein, à cette époque. Et le plébiscite, qu'on appellerait aujourd'hui un référendum, c'est la consultation directe du peuple auquel on demande de répondre par oui ou par non à une question. Alors regardez, c'est intéressant de voir les chiffres clés. Le pourcentage de Français autorisés à voter. 0,2% des Français peuvent voter aux élections de 1824 au suffrage censitaire. En 1846, 0,68%, 28% pour celle de décembre 1848 au suffrage universel masculin. Donc vous voyez qu'on a des taux qui sont des taux de représentativité hein, qui sont très faibles à cette époque, hein, puisque par exemple ici les étrangers ne peuvent pas voter, les femmes non plus, les enfants non plus, donc au total hein, on n'a que 28% de la population qui ont le droit, qui a le droit de vote. Les questions auxquelles vous allez répondre. Quelle est la période de la Restauration? Quelle est la période de la monarchie de juillet? Donc là, vous pouvez donner les dates. Vous faites attention à ne pas me faire de phrases de robot sur cette question, hein, sinon je me fâche. Quand est proclamée la Deuxième République? Donc là, éventuellement, vous pouvez rédiger une seule réponse, par exemple. Essayez de vous entraîner à mettre des détails, à le faire bien, quoi. C'est pas parce que je suis pas là derrière vous pour regarder ce que vous faites sur votre cahier qu'il faut que vous vous débarrassiez des exercices. Hein. Ensuite, j'extrais des informations pertinentes pour répondre à des questions. À quel régime politique est associé le suffrage censitaire? Donc là, je vous laisse réfléchir avec tout ce qu'on a dit.
Quel régime politique instaure le suffrage universel masculin? Vous regarderez avec la chronologie. Quels Français sont systématiquement exclus de la participation électorale entre 1814 et 1870? À l'aide des réponses à vos questions, vous allez rédiger une introduction pour le cours. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis, je vous dis à la prochaine fois.